Bienvenue dans le débat de France 24. David face à Goliath, l'image a quelque chose de galvaudé. Pourtant, elle reflète assez bien l'écart de taille entre la France et la Chine. 65 millions d'habitants contre 1,5 milliard, une économie d'à peine 3 000 milliards contre 13 000. C'est dire le défi auquel s'est mesuré Emmanuel Macron à l'heure où le président français rentre de 3 jours de visite à Shanghai puis Pékin. Que retenir du voyage qu'a obtenu Paris sur ces dossiers? Nombreux évidemment quand on parle à un géant planétaire comme la Chine. On en débat avec la sinologue Marie Holzmann. Bonjour. Bonjour. Vous présidez Solidarité Chine. Merci d'être avec nous. Également avec nous Jean-Paul Chang, rédacteur en chef de la Lettre de Chine. Merci à vous, Jean-Paul Chang. Lun Zhang, activiste pour les droits de l'homme en Chine, maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Je précise que vous avez participé aux manifestations de 1989, place Tiananmen. Et puis Antoine Isambard, vous êtes journaliste, spécialiste de l'actualité internationale à Challenge, auteur de France-Chine, les liaisons dangereuses. Voilà, ça vient de paraître chez Stock. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. On va revenir peut-être... Et d'abord, principalement, sur le sujet qui fâche, la situation des droits de l'homme à Hong Kong. Emmanuel Macron l'assure, il a bien évoqué à plusieurs reprises ses préoccupations face aux manifestants réprimés dans l'ex-colonie britannique, avec des mots choisis. Écoutez. Nous avons appelé à plusieurs reprises les parties au dialogue, et c'est là-dessus que je suis revenu, à la retenue, à la désescalade. Et je l'ai dit au président, et c'est pour moi le cœur de la réponse aujourd'hui au contexte que nous évoquons, au-delà de la grande vigilance à l'égard de nos compatriotes, c'est d'insister sur la nécessité d'une désescalade par le dialogue. Marie Holzmann, vous dites c'est déjà bien, il ne pouvait pas faire plus, ou c'est déjà beaucoup? Je dis ni l'un ni l'autre. Le problème est tellement grave à Hong Kong que ça méritait... je ne sais pas combien d'heures de discussion, parce que c'est extrêmement complexe. C'est une situation qu'on n'a jamais vue historiquement, c'est-à-dire une société très développée, une population très cultivée, anglophone, sinophone, etc. Une des plus grandes places financières de la planète. Et ils se trouvent dans une situation où on leur dit vos droits, vos libertés, un pays de système, donc votre système qui est un état de droit, tout ça, petit à petit, on va vous le grignoter et ça va disparaître. Donc on n'est pas dans une situation où on se bat pour la démocratie, mais dans une situation où on se bat pour que les derniers droits ne soient pas érodés. C'est un cas réellement, il me semble, historiquement, comme on n'a jamais vu. Et je pense que c'est d'une importance majeure pour l'ensemble de la planète, parce qu'on est maintenant dans un conflit de valeurs. D'un côté, la Chine qui prône l'efficacité, et de l'autre, en principe, l'Occident qui prône la liberté. Petit à petit, nos valeurs de liberté sont en train de s'effriter. Pour vous, Emmanuel Macron a eu raison d'aborder la question en ces termes, c'est-à-dire voilà, la modération, la discussion, le dialogue, sans pointer de responsabilité finalement dans cette crise. D'une certaine façon, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il est partie prenante. Nous avons vendu des canons à eau pour réprimer les manifestants à Hong Kong. C'était très délicat. Jean-Paul Chang, ça n'était ni le lieu ni le moment où vous comprenez que Emmanuel Macron est tenu néanmoins à aborder ce sujet? Sur le plan diplomatique, je pense que c'était un point très délicat, puisque c'est quand même c'est une affaire que la Chine considère comme une affaire intérieure. Et moi, je pense que Macron a fait le maximum de ce qu'il pouvait. C'était un passage obligé aussi aux yeux de l'opinion publique française. Surtout vis-à-vis de l'opinion publique française, parce que, encore une fois, je pense que je ne crois pas du tout à quelconque effet de pression étrangère sur le gouvernement chinois en ce qui concerne le problème de Hong Kong. On peut en penser ce qu'on veut, mais je pense que de manière réaliste, je pense que c'est pas de ce côté-là que viendra les motivations éventuellement d'un changement quelconque d'attitude. Lun Zhang, vous attendiez une intervention, vous espériez une intervention française, comme ça a été le cas du président de la République? Excusez-moi, peut-être, si vous permettez, je dois corriger un petit peu des infos concernant moi-même. Maintenant, je ne suis plus un activiste même si je prête toujours attention à ce qui se passe en Chine en termes de droits de l'homme. Mais maintenant, je suis en tant qu'universitaire, je n'ai pas énormément de temps, mais aussi en tant qu'universitaire que je commande cette affaire. Je pense qu'il y a une chose très intéressante à observer.
depuis presque 20 ans, au début, on parlait beaucoup des droits de l'homme en Chine, lorsque les occasions de visite en Chine ou aussi des dirigeants chinois venus en France. On se souvient du parcours de la flamme olympique en France, notamment la flamme olympique chinoise. Ça avait donné lieu à des manifestations de soutien aux Ouïghours, notamment. Voilà. Mais après, au nom de l'efficacité en termes d'amélioration des droits de l'homme en Chine, on ne parlait plus publiquement. Hein. C'est une justification de la part de Keitose ou du gouvernement en disant que on parle en privé, ça aide vraiment concrètement à faire avancer le sujet. Maintenant, selon toutes les infos récentes, même en privé, on n'en parle plus. Hein. C'est là que je me pose la question, quelle est la place, quelle est la marque, quel est le message que la France veut faire passer encore dans ce monde. Surtout dans ce monde un peu plus ou un peu chaotique, perd un peu de repères. Est-ce que les élites françaises ne doivent pas mener une réflexion pour penser quel est le message, quelle est la place la France va donner pour ce monde? Ça, je pense que la Chine, le volume de la Chine, donne une bonne occasion. Vous doutez qu'Emmanuel Macron ait bien abordé ce sujet en tête-à- -tête avec Xi Jinping? Ça, je ne sais pas, j'ai aucune information, mais au moins je le souhaite. Hein. Je pense que ce n'est pas en évitant de parler de ce sujet-là que la France peut gagner quelque chose. C'est ça qu'il faut que M. Macron comprenne. Antoine Isambard, que sait-on de ce qui s'est dit finalement sur ce sujet-là en particulier? On sait que ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'en privé, visiblement, il a évoqué le sujet avec Xi Jinping. Emmanuel Macron a d'abord dit s'inquiéter du sort de nos compatriotes à Hong Kong. Après, la déclaration finalement est assez prudente, mais j'ai envie de dire, on pouvait s'y attendre. Il y a eu un clash diplomatique pour le coup début octobre, où le Quai d'Orsay a repris un communiqué de l'Union européenne qui condamnait et qui s'inquiétait notamment de ce qui se passait à Hong Kong. Il y a eu une réaction extrêmement violente de l'ambassade de Chine, qui a même pointé aussi la responsabilité de la France dans la crise des Gilets jaunes. Donc voilà, on ne pouvait pas s'attendre finalement à une réaction importante du côté de Macron. Et puis, on revient côté français. Il y a l'épisode finalement de 2008 qui est extrêmement encore prégnant. C'est-à-dire que voilà, depuis le clash sur le Tibet, qui a vraiment secoué la diplomatie française à cette époque-là, la France est depuis... C'était le Tibet, effectivement, alors Voilà. Oui, tout à fait. La France est extrêmement prudente sur ces questions-là. Hollande l'avait été durant son quinquennat, même encore plus qu'Emmanuel Macron en Chine, parce que au-delà du Tibet, de Hong Kong ou des Ouïghours, Emmanuel Macron a quand même joué la carte européenne. Sur le côté commercial, il a été assez offensif, plus que ne l'était le quinquennat Hollande. Mais c'est vrai que sur la question des droits de l'homme, on aurait peut-être pu s'attendre à un peu plus, on va dire, de volontarisme côté Emmanuel Macron. Où en sont les relations personnelles d'Emmanuel Macron avec Xi Jinping, qui était venu à Paris, on s'en souvient, c'était il n'y a pas très longtemps, au mois de mars? Elles ont l'air plutôt bonnes. C'est vrai qu'ils se sont vus, il y a eu 3 visites bilatérales. Macron y est allé en janvier 2018. Il a accueilli Xi Jinping en mars dernier. Il y est allé là. J'ai un petit peu l'impression qu'il joue un petit peu comme avec Donald Trump, une sorte de proximité personnelle. Là, il en a beaucoup joué, plus d'ailleurs que lors des précédentes visites avec Xi Jinping. Il a joué une certaine proximité. Il a offert des cadeaux assez importants, assez symboliques à la Chine. Donc est-ce que Emmanuel Macron se dit qu'il va pouvoir avoir, entre guillemets, ou être influent auprès de Xi Jinping par cette proximité-là? Éventuellement, on a vu avec Donald Trump que ça ne marchait pas véritablement, et je doute qu'il ait un succès, pour le coup, sur cette question-là avec Xi Jinping. Proximité feinte ou réelle, Marie Holzmann? On a vu des scènes qui ont rappelé un petit peu, finalement, effectivement, celle d'avec Donald Trump, ce fameux dîner, notamment au clair de lune, avec les épouses respectives, qui a eu lieu, c'était hier soir, dîner privé. Figure imposée ou réel plaisir d'apprendre à mieux se connaître de la part de ces deux dirigeants? Du côté de Macron, j'imagine qu'il y a un réel plaisir. Je pense que c'est quelqu'un de curieux et d'ouvert. Du côté de Xi Jinping, j'ai des doutes. Je pense qu'il voit ce président comme quelqu'un qui vient chercher des contrats et puis qu'il subit plus qu'il n'apprécie. Mais je pense aussi que Xi Jinping était quand même dans une situation très particulière parce qu'il y avait le dernier plénum du congrès du parti qui venait juste de se terminer et Xi Jinping, dès la fin du plénum, est parti, on a l'impression, se réfugier à Shanghai. Comme si les choses s'étaient pas si bien passées que ça pour lui. Il est allé à Shanghai, là il a fait des discours, et dans un de ses discours, c'est assez extraordinaire, il a parlé de la démocratie, lui qui est tout contre la démocratie sur tous les tons, mais le plus drôle, c'est que son discours a été censuré dans le quotidien du peuple. Tous les passages
où il parlait de la démocratie ne sont pas passés. Le vent tourne pour Xi Jinping à Pékin? Je ne peux pas dire ça, mais il y a des conflits, c'est clair. Il y a des remous assez importants. Et après le départ de Macron, Xi Jinping est quand même resté encore un peu à Shanghai. C'est très étonnant. Comment vous l'expliquez ça, Jean-Paul Chang? Il y a une lecture aussi de politique intérieure de ce voyage, de cette visite d'Emmanuel Macron? Non, moi je ne crois pas. C'est-à-dire que je ne ferai pas trop d'analyse autour disons, de la présence temporelle ou géographique de Xi Jinping à un moment ou d'un autre. Il y a un programme. Il y avait la foire des exportations à Shanghai, ce qui expliquait la présence, et puis l'inauguration aussi du centre Pompidou-Shanghai. Bien sûr. Alors, du point de vue chinois, la deuxième foire internationale de l'importation, finalement, est un geste très important. Parce que Xi Jinping, depuis l'année dernière, après avoir pris la décision de faire cette foire d'importation, ça a été pris dans le contexte de la guerre commerciale sino-américaine. C'est quoi ça? C'est pour faire plaisir aux rivaux des États-Unis, pour leur montrer, regardez, on est prêt à mettre en valeur les pays avec lesquels nous commerçons? Plutôt aux autres, c'est-à-dire aux Européens, aux Sud-Américains, aux Brésiliens, tout ça, pour montrer que finalement, vous voyez où sont les protectionnistes. En tout cas, ce n'est pas nous. Et nous sommes toujours contre le protectionnisme. C'est vrai que c'est rare de voir un pays faire la foire à ses importateurs. Donc cette foire, il ne faut pas négliger l'importance de cette foire, et que donc les Chinois accordent beaucoup d'importance à la présence de Macron ou d'autres chefs d'État à l'inauguration de cette foire. Donc quelque part, M. Macron a donné le change en disant « je viens parce que finalement ça correspond un peu à mon propre discours de continuer le multilatéralisme même dans le commerce international ». Donc quant au problème du 4e plénum du comité central et ce que Xi Jinping a dit ou n'a pas dit, etc., personnellement, je ne parie pas trop sur un affaiblissement de la position de Xi Jinping. Je pense simplement que les événements aujourd'hui, que ce soit le conflit avec les Américains sur le plan commercial et sur le plan géopolitique, les problèmes de Hong Kong semblent donner une justification à Xi Jinping et à son équipe de l'attitude un peu martiale, de concentration de pouvoir. C'est un message, c'est quelque part pour dire, vous voyez bien, on rentrait dans une période très difficile et face à des difficultés aussi énormes, il fallait se centrer autour d'un leadership fort. Bon, c'est un peu ça, plutôt, la lecture que j'ai de la situation aujourd'hui en Chine. Donc, je ne parierai pas trop sur un affaiblissement ou un bouleversement de politique interne aujourd'hui. Lun Zhang, vous avez vu, vous, à travers cette visite, des signaux de la position dans laquelle se trouve, et peut-être du message aussi que souhaite délivrer aujourd'hui Xi Jinping, notamment aux Européens? C'est toujours le jeu qu'on joue. Chaque fois, on essaie à travers les affaires avec le monde extérieur pour passer certains messages, même pour l'intérieur ou au contraire. Je veux répondre un peu à ce que vient d'être dit M. Jean-Paul Chang. Jean-Paul Chang. C'est que je suis d'accord avec lui sur le constat qu'il a fait pour la situation actuelle. Mais à condition que la situation ne se dégrade pas. Si la situation se dégrade dans les mois ou l'année à venir, je pense que ça, il y a un risque. Pour l'instant, c'est vrai. Tout le monde peut serrer un peu le rang derrière Xi aussi au nom de l'intérêt du parti, de la nation, et pour écraser un peu tous les autres. Voilà. Mais si la situation se dégrade, dans ce cas-là, comment ça va évoluer? Sa situation sera fragilisée à lui, d'après vous? Si la situation, dans l'ensemble de la Chine, par exemple, du point de vue économique, tout ça, on verra ensuite. On n'en est pas encore là, même si on dit que l'économie ralentit depuis plusieurs mois maintenant. Il y a beaucoup de signes très inquiétants. Par exemple, maintenant, la récente de Chine... les infos, par exemple, comment ce manque de dollars pour tout ça, pénurie de billets verts. Pénurie de billets verts et aussi flambée de beaucoup de prix des aliments de premier. Tout ça, ça a vraiment inquiété aussi les autorités chinoises. C'est ça ce que je dis. Par exemple, le prix pour le porc grimpé énormément, d'une certaine manière, plus grave que peut-être la crise de Hong Kong pour les autorités chinoises.
Antoine Isambard, Emmanuel Macron, vous l'avez dit, a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de donner une dimension beaucoup plus européenne à la relation finalement avec la Chine. Il est d'ailleurs venu, il s'est rendu en Chine aux côtés d'une ministre allemande et d'un commissaire européen. L'Europe a-t-elle, d'après vous, le sentiment de décider enfin de jouer unie dans sa relation commerciale avec la Chine, dans un contexte, il faut bien dire, de course aux investissements vers le territoire chinois? Alors, elle essaie de jouer unie. Malheureusement, quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe concrètement, on peut se poser des questions. C'est vrai que Macron joue une carte qu'on avait un petit peu délaissée ces dernières années en Europe. Macron arrive à un moment, je dirais, de maturité un petit peu européenne. C'est-à-dire que vis-à-vis de la Chine, l'Union européenne est moins naïve qu'elle ne l'a été par le passé. On a vu, il y a eu un document de la Commission européenne il y a quelques mois qui parlait de rival systémique. On a vu également un contrôle des investissements étrangers, et notamment chinois en Europe, qui a été mis en œuvre. C'est l'effet Trump, ça? C'est pas que l'effet Trump, c'est l'effet, si vous voulez, par exemple, depuis une dizaine d'années, le secteur télécom européen, par exemple, a vu les effets de ZTE ou de Huawei, qui sont des géants télécoms chinois en Europe. Il y a eu des enquêtes anti-dumping en Europe, il y a eu de la destruction de l'emploi. C'était très politiquement incorrect de le dire. Il y a encore quelques années, on vous taxait d'horribles protectionnistes. Hein. Et là, on voit que Macron le fait. C'est vrai qu'il a joué une carte qui était belle. Après, on peut se poser des questions. Par exemple, sur les nouvelles routes de la soie, Emmanuel Macron est assez ferme et assez vigilant là-dessus. Il veut du donnant-donnant. Il ne veut pas que ça se fasse dans un sens uniquement chinois. On voit que l'Italie, par exemple, a été le premier pays du G7 et pays européens à rejoindre ces nouvelles routes de la soie. On voit par exemple dans la 5G que l'Allemagne défend une position qui visiblement vis-à-vis de Huawei est plus souple que celle qui a été adoptée par la France. On l'a vu également la semaine dernière à l'ONU, où finalement par rapport aux Ouïghours, sur les 23 États européens, oui, il y avait la France et l'Allemagne, mais il en manquait également beaucoup d'autres. Donc voilà, on a une Europe qui finalement, sur le discours et sur la forme et dans la communication, est assez proactive. Dans les faits, si vous voulez, on peut quand même se poser beaucoup de questions. Après, voilà, Macron a plutôt raison de faire cela, mais il ne faut pas être dupe sur les résultats. On va en reparler dans un instant. C'est déjà la fin de la première partie du débat. Restez avec nous. Et c'est déjà la deuxième partie du débat de France 24, au retour d'Emmanuel Macron d'un voyage de 3 jours en Chine. Que faut-il en retenir? On en débat avec toujours à mes côtés la sinologue Marie Holzmann, présidente de Solidarité Chine, avec également Jean-Paul Chang, rédacteur en chef de la Lettre de Chine, avec Lun Zhang, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, et puis avec Antoine Isambard, journaliste spécialiste d'actualité internationale au magazine Challenge et auteur de France-Chine, les liaisons dangereuses. Ça vient de sortir chez Stock. Merci à nous, avocats, d'avoir accepté de débattre. Alors au cœur de ce voyage, comme souvent lorsqu'on parle de Chine, il y a bien évidemment l'économie, les relations commerciales et les fameux contrats. Pas d'évaluation officielle, mais d'après Pékin, il s'agirait d'environ 15 milliards de dollars d'engagement qui auraient été pris. Le récapitulatif en images. La mine satisfaite et un sentiment du devoir accompli. Au 3e jour de sa visite en Chine, Emmanuel Macron endosse jusqu'au bout son costume de VRP de luxe aux côtés de son homologue chinois. Je vous remercie aussi d'avoir goûté hier à la foire de Shanghai des produits du terroir français et du vin français à la viande de bœuf. Vous avez pu voir l'excellence de ces productions et beaucoup d'accords importants, j'y reviendrai, ont été signés. Je suis confiant sur le fait que cet exemple sera suivi par beaucoup de Chinoises et de Chinois. L'agroalimentaire français récolte en effet les bénéfices de ce voyage. 20 entreprises du secteur sont désormais autorisées à exporter vers l'Empire du Milieu, producteurs de volailles, de viande bovine et porcine. Mais le grand gagnant de cette visite, c'est bien le secteur énergétique. En premier lieu, Orano, anciennement Areva, qui voit avancer un peu plus un chantier en négociation depuis une décennie. Celui de la future usine chinoise de traitement et de recyclage de combustibles nucléaires usagés. Une fois conclu, il devrait rapporter plus de 10 milliards d'euros à l'entreprise française. Avec un délai, le 31 janvier prochain, et maintenant des discussions entre les entreprises qui doivent se finaliser sur le prix et un lieu qui doit être trouvé. Suez, Total et Air Liquide décrochent également des protocoles d'accord de partenariat avec des entreprises chinoises. Idem pour Engie, qui pourrait également être chargé d'installer un terminal et un gazoduc pour 1 milliard d'euros. 1 milliard, c'est également le montant de la commande obtenue par Safran pour la livraison de moteurs d'avion à une compagnie chinoise. Enfin, le parc d'attractions du Puy du Fou a annoncé son implantation en Chine pour un budget de 230 millions d'euros.
Jean-Paul Chang, on vient de le voir, une série de projets, pour certains signés, d'autres c'est en cours. Alors on évoquera notamment Orano, parce que ce n'est pas encore réellement sur les rails. C'est quand même moins spectaculaire que lors de la visite de Xi Jinping en France en mars. Est-ce qu'on peut parler de réussite ou de semi-échec? Moi, je trouve que je boude jamais le plaisir de voir des contrats signés, même quand les montants sont moins mirobolants qu'à la dernière fois. 300 avions, n'oubliez pas, au mois de mars, ils ne vont pas recommencer à acheter encore 300 avions cette fois-ci. Oui, donc là, il n'y en a pas eu pour Airbus. Alors, il y a quand même pour Safran des contrats, tout ça. Mais ce qui est très important, c'est effectivement l'agroalimentaire. La Chine l'économie chinoise aujourd'hui est dominée par la consommation domestique et qu'on sait en plus qu'on a parlé tout à l'heure des problèmes de porc. Donc il y a des problèmes sanitaires à cause de la peste porcine. Il est clair que le moment est absolument opportun pour la France de se présenter et pour nos agriculteurs, c'est quand même un débouché important. Il y a un accord de zonage en matière de viande. Le zonage, alors là, effectivement, c'est pour empêcher toutes les contrefaçons, les appellations non contrôlées. Et ça, d'ailleurs, ça ennuie un peu les producteurs américains parce qu'ils ne pourront pas exporter du camembert ou de roquefort en Chine parce que ce sera désormais le privilège des producteurs français. Mais en ce qui concerne les agriculteurs français, cette histoire d'agrément auprès du ministère des Affaires, de l'agriculture chinoise, pour pouvoir avoir accès au marché chinois est une chose très importante. Le voyage présidentiel, visiblement, a accéléré un peu le processus parce qu'ils disent qu'il y a 20 entreprises françaises d'agroalimentaire qui peuvent désormais exporter sur la Chine donc, du porc, de la viande bovine et de la volaille, d'après ce que j'ai compris. Mario Holzmann, il y a une volonté de protéger le marché chinois de la concurrence ou bien de réelles considérations de santé publique dans les obstacles jusqu'à présent pour la volaille française, pour le porc français? Là, il y a une véritable crise en Chine à cause, on en parle de cette fièvre porcine. Les agriculteurs chinois, les éleveurs chinois ne veulent plus élever de porc parce qu'ils se disent s'ils tombent malades, je suis obligé de l'abattre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà vu que ces crises diverses dans l'alimentation ont tourné les Chinois vers l'extérieur, notamment avec les affaires du lait frelaté. C'est assez fascinant de voir dans les pharmacies françaises les Chinois qui accumulent des grands paquets de lait en poudre pour les ramener en Chine. Donc, c'est plus simple éventuellement d'ouvrir le marché et d'exporter directement du lait en poudre plutôt que de voir les malheureux Chinois se rapporter des kilos à la main. Donc je crois que les crises effectivement forcent le marché chinois à s'ouvrir. Sinon, je ne suis pas sûr qu'il s'ouvrirait si vite que ça. Lun Zeng, il y a un prétexte aujourd'hui qui est pris pour barrer l'accès au marché à certaines denrées agricoles en provenance notamment de France, ou est-ce qu'il y a l'envie effectivement peut-être de s'ouvrir plus à l'avenir? Il faut le comprendre. Il faut le séduire dans le contexte de guerre commerciale avec les Américains. En même temps, dans ce contexte de crise sanitaire, voilà. De toute manière, vous voyez que même dans ce contexte de guerre commerciale avec les Américains, que la Chine quand même achetait encore beaucoup de viande de porc de la part des Américains. Pourquoi? C'est parce que la Chine a besoin. Et donc, il ne faut jamais oublier ça, c'est que si la Chine ou son marché, finalement, c'est la Chine a besoin. Hein. Si la Chine n'a pas besoin, quoi que tu fasses, en tout cas, la Chine va résister. Et donc, si elle a fermé si longtemps son marché au poulet français ou encore aujourd'hui au palmipèdes et au foie gras, c'est qu'elle n'a pas besoin? Oui, parce qu'avant, pour tout tas de raisons, elle peut se débarrasser de produits français. Mais maintenant, ce n'est pas simplement du porc. Justement, à cause de le crise sanitaire du porc, maintenant, tous les poulailles peuvent en train de flamber. Et donc, la Chine a beaucoup besoin. Et c'est là, il faut que... Moi, je voulais insister un point de vue. Là, bien sûr, on est très content pour la France, pour les agriculteurs français, pour même toutes les entreprises françaises. Mais le problème, il faut faire attention quand on ouvre le marché, tout en même temps, essayer d'éviter, mesurer un peu aussi le risque. Si jamais... Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs en Chine aussi. Hein. Oui, c'est pas simplement ça. C'est le problème. Si jamais il y a pour X raisons, certaines crises qui arrivent, dans ce cas-là, ça va donner un coup très dur pour l'économie française. C'est ça qu'il faut anticiper. C'est ça que je souhaite. Voilà. Vous voulez dire qu'il ne faut pas que la France soit trop dépendante de l'économie chinoise, comme débouché? Bien sûr, comme débouché, c'est toujours intéressant, toujours très bien. Tout en même temps, il faut prendre des précautions. C'est ça que je veux dire. Jean-Paul Chang, vous vouliez ajouter? Oui, juste que finalement, le marché chinois,
pour le moment, est une sortie de secours pour nos producteurs porcins, bovins et pour la volaille. Sur les problèmes de volaille... Ce qu'évoquait Lin Zhang, c'est que demain, ça pourrait être un tel marché qu'il, en cas d'aléa, il pourrait avoir des répercussions sur toute l'agriculture française si on s'en rendait trop dépendant. On n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là. Et puis, le marché est gigantesque. Et en plus de ça, je vais dire, il y a des problèmes qui ne sont pas seulement du côté chinois. Dans les négociations sanitaires sur la volaille, par exemple, le point de vue français n'est pas le même que le point de vue chinois. Les Chinois veulent importer, par exemple, des poulets avec les pattes pour faire des produits chinois spécialisés, et les Français refusent catégoriquement parce qu'effectivement, c'est pas hygiénique, donc c'est pas possible. Et ça, il a fallu des négociations très dures entre les deux autorités. Donc il y a des tas de choses, il n'y a pas que les Chinois. Il y a une question de normes finalement. Il y a une question de normes. Et qui oblige, oui. Voilà, c'est une affaire bilatérale. Et qui se pose dans ces fameux agréments que doivent obtenir les producteurs auprès des autorités. Si vous voulez, la chose. Les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. Il faut que j'ajoute un mot. C'est parce que maintenant, beaucoup de gens interprétent cette affaire de porc que par la raison sanitaire. Mais il y a d'autres raisons. D'autres raisons, on ignore. C'est quoi? C'est depuis ces dernières années, avec cette politique un peu néo-maoïste de Xi Jinping, et un peu de retour en planification, on a fermé énormément de petits éleveurs de cochons. Tout d'un coup, d'un côté vient le problème sanitaire, de l'autre côté, on a supprimé. C'est les deux facteurs qui conjoints qui créent cette crise. C'est ça que je suis en train de dire. C'est faire attention, cette économie chinoise est toujours une économie politique. C'est pour X raisons, on ne fait pas attention, on raisonne de notre propre logique. Après, ça, les exportateurs français se mettraient à la merci des autorités politiques chinoises en cas de revirement. Voilà, c'est ça qu'il faut faire attention. Ouais. Non, moi je suis d'accord, les producteurs français notamment peuvent se satisfaire finalement des accords qu'il y a eu dans l'agroalimentaire, mais les propos du président Macron tout à l'heure, se félicitant d'avoir fait goûter du vin français à Xi Jinping, prête un petit peu à sourire parce que, alors il lui a servi de la Romanée Conti, voilà, un grand vin de Bourgogne. Sauf qu'il y a un an, Emmanuel Macron et l'Élysée ont empêché Jack Ma d'acquérir le Clotard, qui est un domaine bourguignon, qui a fait une offre supérieure à François Pinault. Et l'Élysée et Bercy ont dit à l'époque, non, il n'est pas question de vendre un de nos vins, un de nos crus les plus prestigieux à un Chinois. Donc, si vous voulez, on empêche les investisseurs chinois de venir en France, mais en revanche, on veut pouvoir exporter en Chine. Oui, il y a une espèce de schizophrénie, si on veut, vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés, 15 milliards, même s'il faut se méfier, il y a beaucoup de lettres d'intention, de MOU, qui ne se traduiront pas nécessairement par Memorandum of Understanding, oui. Voilà, par 15 milliards de dollars encaissés par les boîtes françaises. Mais si vous voulez, dans ce qui est stratégique, c'est-à-dire aujourd'hui, sur la 5G, Huawei, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'en ont pas parlé. Dans l'aéronautique, en ce moment, il y a une petite polémique vis-à-vis d'Airbus. C'est-à-dire qu'Airbus a fait l'objet de plusieurs cyberattaques ces derniers temps, que l'État français en interne, il ne les revendique pas, mais attribue à la Chine. C'est-à-dire que pour quel motif? Du piratage, de la volonté de copier ou d'affaiblir un concurrent? La Chine va lancer en 2021, enfin, en tout cas c'est ce qu'elle annonce, le C919 qui est le premier moyen courrier chinois, donc elle met énormément d'argent là-dedans, sauf qu'aujourd'hui elle manque de certains documents techniques, il lui manque des choses, notamment au niveau des ailes. Finalement l'avion aujourd'hui ne peut pas être certifié, et donc la Chine a besoin de documents et elle a ciblé, selon ses sources sécuritaires françaises, Airbus. Et c'est ce qui a donné lieu à des cyberattaques. Et c'est un sujet de polémique entre les deux pays, mais on n'a pas eu de réponse là-dessus. Je doute qu'on en ait, parce que la France n'attribue pas vis-à-vis de la Chine, elle craint les mesures de rétorsion. On parlait du Tibet tout à l'heure, on avait vu en 2008 que des groupes comme Carrefour et des grands groupes français qui étaient implantés en Chine avaient subi derrière des rétorsions. On va écouter peut-être Xi Jinping, parce que, et si finalement l'objet de ce voyage, davantage que des contrats, ceux auxquels se raccrochent souvent l'opinion publique et notamment les journalistes, eh bien au-delà de ces contrats, c'était surtout l'ouverture au marché chinois qui était le véritable enjeu, avec peut-être un changement d'état d'esprit. Écoutez en tout cas ce qu'en dit le président chinois Xi Jinping. Nous devons favoriser l'ouverture du marché. Il faut accroître le commerce et les investissements dans les deux sens, renforcer les échanges de coopération en matière de droits de propriété intellectuelle, nous opposer ensemble au protectionnisme, à la juridiction à bras longs et à l'utilisation abusive de la sécurité nationale. Il nous faut fournir un environnement de concurrence équitable à toutes les entreprises.
Jean-Paul Chang, il est convaincu de ce qu'il dit, là, Xi Jinping, lorsqu'il se pose finalement en garant des règles de droit en matière de libre-échange, et puis aussi propriété intellectuelle. On pense évidemment à ces indications géographiques protégées que vous avez évoquées pour une centaine de produits, des denrées alimentaires, hein, essentiellement vin et fromage, notamment 26 s'agissant de la France, destinés à protéger justement à l'avenir ces produits du terroir, comme on les appelle. Écoutez, là, on touche au cœur du problème des réformes en Chine. Parce que pour ceux qui ont vraiment travaillé en Chine, pour essayer de vendre des produits français, on sait très bien que la difficulté n'est pas seulement au niveau des licences d'importation, enfin l'autorisation d'importation, c'est aussi au niveau de la distribution locale. C'est là où, si vous voulez... Peugeot en sait quelque chose, par exemple, PSA, Peugeot en sait quelque chose, ou d'autres. Je veux dire, bon, des produits agroalimentaires, d'ailleurs. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour un capital étranger, donc un investisseur étranger, monter son affaire de distribution de produits étrangers en Chine, eh bien, c'est des barrières à ne plus en finir, parce que c'était même des mêmes barrières qui s'imposaient aux Chinois, à cause, justement, de tout ce qui était copinage, relations, corruption, etc. Et donc, sur ce problème, sur lequel les Chinois s'attaquent eux-mêmes, s'attaquent à ce problème depuis des années, ce que Macron, dans son message, est relativement clair, il veut avoir un accès direct au marché chinois. Cela veut dire qu'à force, à terme, cela signifie forcément une libéralisation pour les capitaux étrangers de s'installer dans tous les domaines, y compris dans le domaine de distribution domestique. Et ça, c'est très important. Et le moment semble opportun parce que les esprits ont évolué. Vous le sentez, Marie-Hole Haussmann, il y a un changement profond des mentalités impulsées d'en haut, ou c'est simplement finalement un discours de circonstance devant un président français qui appelle de ses voeux une ouverture du marché chinois? Ce qu'on observe, c'est ce que disait Zhang Lun tout à l'heure, c'est qu'on est quand même en train de retourner vers une forme maoïste d'économie planifiée. Et c'est de plus en plus sensible. Donc le contrôle grandissant... C'est précisément ce que reproche Donald Trump aujourd'hui à la Chine. Il n'a pas complètement tort, donc. Il dit, vous respectez pas les règles. Vous êtes entré dans l'OMC en 2001. Vous avez dit qu'au bout de 10 ans, vous auriez résolu tous les problèmes. Et puis aujourd'hui encore, vous jouez toujours pas le jeu. Le protectionnisme, c'est quand même la base du comportement chinois. Et la Chine a encore le statut de pays émergent, ce qui peut poser... Voilà, oui, mais c'est aussi parce que l'Union européenne a refusé d'accorder le statut d'économie de marché à la Chine. Tout simplement parce que ce n'est pas une économie de marché. Donc il faut bien se protéger aussi de ce système-là. Lin Zhang. Vous savez que en Chine, il y a toujours le discours et aussi le fait. Hein? C'est cette séparation énorme. Et on entend que maintenant, depuis un certain temps, la Chine communiste, Xi Jinping joue un champion de défenseur de libre-échange, etc., d'ouverture de marché, etc. Mais franchement, soyez sérieux, moi je ne crois pas trop. Hein. C'est pourquoi? Parce que si on regarde bien, quand est-ce que la Chine a vraiment ouvert, s'ouvre vers le monde progressivement après la révolution culturelle, progressivement, même on a des zones économiques spéciales un peu pris quelque part en avance, mais l'ensemble des pays suivent cette orientation. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que d'un côté, il y a de plus en plus de contrôle sur... Si vous regardez le rapport, la résolution de viande faite pour le 4e plénium de 19e congrès, l'accent mis, c'est contrôle la société. Moi, je ne vois pas comment, d'un côté, que c'est une politique de plus en plus de néo-maoïste, néo-totalitaire, en train de contrôler de toute manière la société, tout en même temps, on appelle une ouverture. Ça, quelque chose que cette contradiction, je n'arrive pas à comprendre. Je ne pense pas, au fond, ça peut créer des vrais effets qu'on souhaite, comme on a vu la réforme ouverture en paire, marche en paire pendant des années 80-90. Schizophrénie ou hypocrisie? Moi, je reviens, mais je suis sur le côté planifié de l'économie chinoise. On le voit bien avec plusieurs plans qui sont mis en œuvre par le gouvernement chinois. Il ne faut pas oublier que l'objectif du gouvernement chinois, c'est qu'en 2050, pour l'année du centenaire de la République populaire de Chine, voilà, la Chine trône sur le toit du monde au niveau de ses technologies. On a parlé de Huawei, mais finalement, Baidu, Tencent, voilà, tous ces géants chinois soient des leaders de leur domaine.
Il y a un plan qui est quand même utile d'être rappelé, c'est le plan de China 2025. C'est-à-dire qu'en 2025, sur 10 secteurs clés, l'aéronautique, la robotique, les biotechnologies ou la 5G, la Chine doit les concevoir à 70% localement. Donc l'objectif de la Chine, si vous voulez, c'est quand même de s'approprier une technologie qu'elle n'a pas forcément aujourd'hui à 100%. Et donc c'est d'aller vers ça. Et donc c'est un pays qui aujourd'hui est assez dominant au niveau économique. Mais l'intérêt de la Chine, même s'il y a eu 15 milliards d'accords signés, c'est quand même au niveau local et c'est de produire localement. Soi-même. Voilà. Il y a une logique très opportuniste, très pragmatique finalement derrière cela. Oui. Au-delà des déclarations d'intention. Je peux ajouter un mot. Oui. Par exemple, on peut aller se renseigner ou poser des questions auprès des vrais acteurs de l'économie chinoise. C'est quoi? Ce sont des entrepreneurs. Hein, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de la situation actuelle. Je vous garantis, l'opinion, ce n'est pas très optimiste. Vous pensez que le dirigeant de Huawei aujourd'hui, il est pessimiste? Bon, pour lui, c'est d'une autre logique. Hein, c'est notre, parce que Huawei, histoire, c'est notre. Mais ce que je suis en train de parler, ce sont des entrepreneurs privés, tous ces gens, les véritables moteurs de l'économie chinoise depuis toutes ces années. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête maintenant? C'est essayer de tout déplacer le fonds à l'étranger, s'enfuir au bout, réduire l'investissement. Ils n'ont pas une opinion, un avis. La peur d'une mainmise demain éventuellement de l'État chinois. Pour tous les plans, c'est que quand tous ces entrepreneurs, voilà, quand tous ces entrepreneurs qui n'ont pas une vision optimiste de la Chine, de l'économie chinoise, quoi que le discours que prononce par le dirigeant. Comment ne pas évoquer quand même l'un des aspects qui, aujourd'hui, voit la France et la Chine marcher main dans la main, du moins dans les discours, c'est évidemment le climat, les deux pays qui ont réaffirmé leur soutien ferme et irréversible à l'accord de Paris, avec même un appel de Pékin sur la conservation de la biodiversité et le changement climatique, à l'heure où Donald Trump confirme le retrait américain de ce même accord de Paris. La Chine est véritablement engagée dans cette lutte contre le réchauffement, ne serait-ce que parce que dans certaines métropoles aujourd'hui en Chine, la vie est devenue difficilement, l'atmosphère est devenue difficilement respirable, Antoine Isambard. Oui, c'est devenu un objectif intérieur aussi. Bien sûr, le climat est une question qui est vitale aujourd'hui en Chine, avec un degré de pollution dans les grandes villes qui est absolument impressionnant. La Chine avait joué un rôle très important pour l'adoption de la COP21. Laurent Fabius et François Hollande avaient salué à l'époque et ils ont eu raison le rôle de la Chine, qui aussi avait entraîné derrière elle plusieurs pays d'Afrique, puisque la Chine investit beaucoup en Afrique. Donc voilà, c'est vrai que là aujourd'hui ça a été rappelé. Alors il n'y a pas eu d'annonce fracassante. Oui. Mais au jour le jour, la Chine, on la présente souvent comme un acteur de l'économie verte, notamment dans les panneaux solaires. Mais est-ce qu'elle s'applique à elle-même d'une certaine manière ces objectifs extrêmement ambitieux qu'on peut lire? Alors non pas dans l'accord de Paris, puisqu'il a été critiqué pour ça notamment, mais notamment dans ce qu'appellent par exemple les scientifiques du GIEC. Il y a cette conscience très forte. Il y a encore beaucoup de centrales à charbon en Chine, mais en tout cas, c'est vrai qu'on ne peut pas nier quand on va dans les grandes villes chinoises, que ce soit à Wuhan, à Pékin ou Shanghai, qu'il y a quand même un effort. Il y a énormément de véhicules électriques, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Donc concrètement, quand même, la Chine a véritablement fait un effort là-dessus, même si c'est vrai, voilà, il y a des centrales à charbon notamment en nombre important, mais il y a un effort qui est fait, oui. Vous voyez que sur ce point-là, que je vous montre que je suis plus un activiste au sens pur, c'est que je salue que les efforts que la Chine a fait à ce propos. Hein. J'applaudis que la Chine essaie de faire ce virement vers l'économie du vert. C'est aussi dans l'intérêt de la Chine, des Chinois et aussi du monde. Mais là-dessus, que je fais un petit bémol, c'est que la Chine continue à financer certains projets en Afrique, par exemple, dans d'autres pays, pour construire le charbon, exploiter le charbon. Ça, quand même, c'est pas très sérieux, vous voyez. Bon, en même temps, il y a un autre problème, c'est que pour réussir vraiment ce virement civilisationnel, je crois qu'il faut quand même la société ensemble suivre la politique pour réussir. Mais quand même, d'un côté, on fait ce genre de politique, en même temps, on arrête les acteurs, de défenseurs de l'environnement. Parfois, c'est vraiment en conflit avec des dirigeants. Des ONG. Des ONG, tout ça, c'est pas vous comprenez? Donc, c'est ça que je dis qu'il faut voir d'un côté, j'applaudis, que j'approuve de cette politique. Oui. Tout en même temps, il faut quand même voir un peu de l'autre côté de quelque chose de regrettable. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup, Lun Zhang. Merci également à vous, Jean-Paul Chang, à Marie Holzmann et à Antoine Isambard. C'est la fin de ce débat, mais on continue d'en parler tout de suite avec un œil sur les médias. Restez avec nous.